Oui, je sais, on nage en plein brouillard géopolitique, économique, financier. Mais moi, je n'ai que des bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission, pour une fois, elle ne sera pas exceptionnelle. Non, elle sera spéciale, très spéciale même. J'avais envie de faire une émission spéciale placement, de dézoomer un peu, de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité qui est évidemment très chargée, à l'agitation, au bruit. Prendre du recul pour essayer de se poser les vraies questions, c'est-à-dire comment finalement doit-on gérer son argent ? Comment allouer ses placements ? Quels actifs choisir ? Quels sous-jacents choisir ? Qui offre aujourd'hui des conseils ? Est-ce qu'on doit se débrouiller seul, c'est possible ? Ou est-ce qu'on doit prendre un conseiller en fonction de votre profil ? En fonction évidemment de votre patrimoine, puisqu'il y a différents degrés de conseils qu'on peut avoir. Et donc je me suis dit, ça serait bien quand même qu'on se pose toutes ces questions en essayant d'avoir des réponses pratiques et peut-être de vous révéler les secrets d'une gestion efficace de votre argent. Alors vous savez que pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des invités exceptionnels. Mais alors qu'est-ce qu'il faut pour une émission spéciale ? Ah oui, des invités très spéciaux. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de la gestion de patrimoine. Il a bousculé, on peut le dire, les codes du placement par la technologie, mais aussi par la communication. Chacune de ses vidéos sur YouTube fait des centaines de milliers de vues, mais il ne faut pas le ramener qu'à ça, parce qu'il a vraiment bousculé tout ça. Mounir Lagoun, fondateur et président de Finari. Mounir, je suis très content de t'avoir à l'antenne. D'abord, pour une fois, c'est moi qui t'interviewe, d'habitude c'est toi. Merci de m'avoir. Et bravo pour ce que tu fais, tu vas nous expliquer tout ça. Il a patiemment construit avec son associé une pépite de la gestion privée avec une approche humaine, de proximité, avec une volonté d'expliquer. Lui aussi sur les réseaux sociaux, si vous le suivez sur LinkedIn, c'est Joachim Sabini, vous êtes président, tu es président, on va se tutoyer tous, de Cheval Blanc Patrimoine, merci d'être venu. Avec plaisir, je suis très heureux d'être avec vous. Ouais. Donc tu vas faire un post et on va faire encore 100 000 impressions, là. Ok, plus 500 000 sur... donc ça va pas être mauvais. Vous avez sûrement entendu parler de Family Office, puis après on a entendu parler de Multi-Family Office. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? À qui ça s'adresse ? J'ai demandé à Julien Maguiteri, qui est président et fondateur de Com Family Office, de nous rejoindre. Bonjour Julien, merci d'être venu. Tu vas nous expliquer tout ça, parce que c'est vrai que c'est très obscur, et c'est très utilisé. Family Office, tout ça est très mystérieux. On imagine Bernard Arnault ou d'autres derrière tout ça, mais tu vas nous expliquer que c'est peut-être accessible plus facilement à des gens qui ne sont pas à ce niveau de richesse. Le parcours de ce groupe de conseils en gestion de patrimoine est assez spectaculaire. En quelques années, ils ont atteint près de 20 milliards d'encours. C'est à la fois spectaculaire, à la fois inspirant. C'est son fondateur, Meyer. Bonjour d'abord. Bonjour. Bravo, Meyer Azoghi. Je rappelle que tu es coprésident de Cyrus. Je dois dire que je suis très content de vous avoir parce que moi je suis transparent, on se connaît tous. Je vous apprécie beaucoup. Je trouve que vous représentez chacun un segment du placement qui est un segment qui est original dans un marché qui n'avait pas bougé pendant des années. Vous l'avez tous à votre manière un peu révolutionné, avec un succès qui est un succès réel. Les chiffres sont là. Justement, on va en parler tout de suite. On va passer tout de suite à la première partie. La première partie, c'est que j'aimerais justement qu'on comprenne quelles sont les différentes approches de la gestion de patrimoine. Alors, on a l'impression qu'en fait, un peu tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a les banques qui vous disent, alors les banques, c'est encore avec les compagnies d'assurance, 85 à 90%, enfin vous allez me confirmer les chiffres, mais de l'épargne des Français. On a l'impression aussi que maintenant, il y a des plateformes en ligne, que ces plateformes en ligne créent des offres de gestion privée, et puis il y a des banques privées, et puis il y a des family office, et il y a des multifamily office, et puis il y a des acteurs comme Mounir qui débarquent sur le digital et qui viennent un peu renverser tout ça, d'autres comme Joachim qui mêle le digital et le classique. Donc, comment vous vous situez tous ? Allez, on va commencer. Allez, Mounir. C'est quoi ton approche, toi, dans cette chaîne de valeur ? À quel type de clients tu t'adresses ? Comment tu t'adresses à eux ? Et comment tu as fait pour créer cette communauté qui, aujourd'hui, t'est extrêmement fidèle ? Écoute Marc, déjà merci pour l'invitation, encore une fois. J'ai créé Finari il y a 5 ans parce que je ne me retrouvais pas dans les propositions de valeur du marché. Et donc, le premier point que j'ai identifié, et je pense que tu es quelque part la personne dont je me suis le plus inspiré, c'est qu'il y a un trou dans la raquette au niveau de l'éducation financière. Donc, j'ai commencé par créer un média qui fait de l'éducation financière sur YouTube. On fait 10 millions de vues par mois. Et chaque vidéo est quelque part un partage
de ce qu'on sait sur des sujets qui sont très vastes. On va traiter le crédit lombard, comme on va traiter les ETF, comme on va traiter des sujets qui sont très basiques, comme la gestion du budget. Donc on est vraiment dans un partage. On a aussi créé une application mobile, en plus, qui s'appelle Finari, évidemment. Donc tout s'appelle Finari. Elle permet, c'est vraiment le cockpit de son argent. On peut y suivre son patrimoine, on peut y gérer son budget. Et surtout, depuis quelques années, on peut aussi y investir à frais bas. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et dans des produits qui sont très simples d'utilisation. Et donc aujourd'hui, Finari, c'est 550 000 personnes. Et c'est des personnes, en fait, qui ont... 550 000 employés, 550 000 clients. C'est clients. Heureusement que je n'ai pas 550 000 employés, sinon j'aurais un gros problème. Donc on est une cinquantaine de personnes, 550 000 clients sur la plateforme. Et le credo chez nous, c'est vraiment mettre l'argent au service des projets des Français. Donc on veut vraiment renverser la balance, on veut casser ce tabou qui entoure le sujet de l'argent. Parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui... Alors, ce qui est surprenant, le chiffre est très surprenant. Hein. Je ne sais pas si vous avez un chiffre précis, mais entre compagnies d'assurance et banques, tu dirais qu'aujourd'hui, quel est le pourcentage de l'épargne qui est géré par eux et quel est le pourcentage qui est géré par des gens un peu indépendants? Effectivement, c'est plus de 80%. Il y a quelques acteurs que sont les assureurs, les sociétés de gestion. Ouais. Le marché dit des conseillers en gestion de patrimoine indépendant, c'est 6 à 7%, donc c'est extrêmement faible. Mais c'est, je crois, un âge d'or qui démarre pour nous quatre, parce que nous avons connu un 19e siècle qui était celui de la bancarisation, où on plaisantait, on disait en France, dans un village entre deux banques, il y a une banque, et probablement que le 21e siècle sera celui de la désintermédiation, avec la création de plateformes beaucoup plus agiles, beaucoup plus larges, qui vont mettre forcément à un moment ou à un autre une segmentation en place, parce qu'on ne peut pas traiter tous les clients de la même façon. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Notre activité coûte de plus en plus cher, elle est de plus en plus risquée. Et elle est de plus en plus réglementée. De plus en plus réglementée, ce qui est bien, quelque part. Permet... Non. C'est pas ce que tu disais dans le couloir, mais c'est pas grave. Je dis, ça permet d'avoir des barrières à l'entrée pour ceux qui sont là, et ça a permis d'éviter des margoulins qui ont proposé n'importe quoi. Ça n'a pas permis d'éviter les margoulins, il y en a eu quand même, et il y en a toujours. Mais ça... Oui, on peut peut-être commencer par dire à ceux qui nous regardent que si vous recevez une pub de Bernard Arnault ou de Bettencourt qui vous propose un livret... Ou de Marc Fiorentino avec qui un livret... Qui vous dit qu'il a une action qui va monter de 100%, c'est un fake. C'est un fake, voilà, un livret à 6,5% garanti et disponible à tout moment, c'est un fake. Donc en tout cas, il y a une segmentation qui va devenir importante, et je crois que nous allons prendre de plus en plus des parts de marché à un moment où les banques, qui sont très puissantes, qui ont de jolies marques, mais sont en phase de restructuration, on supprime des agences, et donc elles sont encore dans cette phase-là. À nous d'en profiter pour avancer nos pions. Alors, puisque tu as la parole, tu vas la garder. Dans ce spectre du placement, du monde du placement, du wealth management, comme on dit en anglais, où est-ce que se situe Cyrus? Vous êtes une banque privée, vous êtes quoi? Nous ne sommes pas une banque, nous sommes un acteur global qui abordons la gestion de patrimoine comme beaucoup d'acteurs ici sous toutes ses formes. Juridique, fiscal, enfin tout ce qui va avec. Nous orchestrons des choix de vie. On essaie de faire en sorte que l'argent de nos clients leur apporte cette liberté. Et la liberté, c'est d'être déchargé des soucis de gestion. J'ai l'habitude de dire à mes clients, la qualité de votre sommeil, c'est combien de rendement par an? Si c'est pour avoir un patrimoine que vous subissez. Donc voilà. Et dans cette chaîne de valeur, tu vises quel type de clients? Nous visons des clients qui sont intermédiaires, on va dire entre 500 000 euros et 10 millions d'euros, avec deux départements de gestion privée, un département de gestion de fortune, un troisième... 500 000 euros, c'est le seuil de l'argent chez vous? Non, chez nous. C'est pas l'actif financier de votre client. D'accord. Et un family office à partir de 50 millions d'euros d'actifs, avec un modèle économique, je pense que Julien en parlera, qui est différent. On va tous se grignoter les uns les autres pour un jour faire la World Company, puisqu'on finira... Écoutez, fusionner les quatre et puis ça sera plus simple. Aujourd'hui, toi, tu te mets dans quelle catégorie? Tu es un conseiller en gestion de patrimoine indépendant? Oui, je garde toutes les caractéristiques qui ont fait la réussite des indépendants, c'est-à-dire l'ingénierie patrimoniale accessible, une profondeur de gamme et une architecture ouverte, une disponibilité, une réactivité, et puis surtout le fait d'avoir une relation pérenne avec ses clients, puisque 70% de nos gérants privés, nos gérants de fortune sont actionnaires. Donc on se situe dans cette catégorie, j'ai envie de dire peut-être d'anciens conseillers en gestion de patrimoine, on verra comment on va nous appeler. Aujourd'hui, on pense que l'avenir de la banque privée n'est pas forcément une banque, et qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver, qui sont en train de créer un segment, et c'est ce segment que nous sommes en train de développer. Est-ce que tu es dans le segment qu'on appelle gestion privée? Oui, très clairement. Notre segment, c'est gestion privée, gestion de fortune.
Toi, tu t'adresses à quel client, Mounir? Écoute-moi. C'est quoi là, dans le scale? Tu as une clientèle qui est relativement jeune, professionnelle, c'est ça? L'âge moyen aujourd'hui sur Finari, c'est 37 ans. D'accord. Et c'est des gens qui ont décidé... Il est de 78 chez Cyrus. C'est complètement faux. Ça, c'était avant, mais c'est pas vrai. Ah, c'est combien? L'âge moyen, si ça veut dire quelque chose, parce que vous pouvez avoir un corps de température à 37,2, les pieds à 45 degrés, la tête à 30, ça fait une moyenne. Non, l'âge moyen, il est plutôt autour de 55, 60 ans. Donc toi, tu vises la clientèle constitués étaient traditionnellement détenus par des personnes seniors. Aujourd'hui, non. On a des séries d'entrepreneurs qui ont 35 ans, qui viennent nous voir et qui sont plus riches que leurs parents. Et moi, j'ai eu des parents qui ont dit comment aider mes enfants. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui me disent comment aider mes parents. C'est intéressant, ça. Oui. 37 ans, cadre sup généralement, c'est des gens qui ont décidé que c'était important d'investir, mais qui ne savent pas comment faire. Et généralement, ils arrivent à un moment où ils ont fait des placements et ils découvrent Finari, ils vont notamment scanner leurs frais, ils vont scanner tout leur patrimoine. Ça, c'était ton point fort. Hein. Ouais, c'est comme ça que tu es rentré. C'est-à-dire que tu as eu cette application où on consolidait. Parce qu'il y avait beaucoup d'applications de consolidation de comptes bancaires. Et toi, tu as dit il faut faire une application de consolidation de tous les actifs, y compris l'actif immobilier, y compris tout ça. Et tu as joué sur le fait que les gens voulaient visualiser, y compris leur appartement, la valeur de leurs biens, tout ça. Et derrière, tu as donné ces conseils-là, c'est ça? Exactement. En fait, j'utilise toute la donnée qui est partagée par le client pour lui donner les clés et surtout identifier les points faibles de son patrimoine. Et là, c'est un peu la douche froide. Et généralement, c'est ce que j'appelle souvent les clients qui ont vu la lumière. Tu peux plus revenir en arrière. Une fois que tu sais, en fait, tu te rends compte qu'il y a un monde qui s'ouvre à toi. Et c'est pour ça que l'éducation prend le relais derrière, c'est infini, en fait. Moi, j'apprends tous les jours encore des choses sur mon métier. Et donc là, c'est un cheminement qui t'avais de la marge. Hein. J'avais un peu... Exactement. Mais en tout cas, on leur met à disposition une app qui part de la consolidation, qui ensuite analyse et qui, du coup, permet d'investir derrière. Et donc, tu as vraiment ce qu'on appelle le all-in-one, tout sur la même plateforme. Moi, ma vision, c'est que ça, on peut le faire, si c'est en ligne, on peut le faire à des frais très bas et on peut le distribuer à un public très large. Et tu te définis comme quoi? Comme plateforme d'épargne? Moi, je me définis comme plateforme d'épargne. Joachim, toi aussi, hein, tu pratiques ce côté un peu didactique, le besoin de communiquer, d'expliquer ce que tu fais. Tu te situes comment par rapport à ce qu'on vient d'écouter en termes de, déjà, Cheval Blanc Patrimoine, c'est quoi? C'est un CGP aussi? Un cabinet de gestion de patrimoine aussi. Indépendant. Exactement, indépendant, c'est indépendant capitalistiquement. Ouais. Puisqu'on distribue des produits sur lesquels on a des rémunérations, donc aux yeux de la réglementation, on ne peut pas être considéré comme indépendant, mais on est indépendant capitalistiquement. Ce qui fait que nous faisons nos propres choix et que nous avons la liberté, en tout cas, de choisir des solutions d'investissement pour nos clients. Là où on fait toute la différence, pour moi, c'est ici. Notre arme fatale, c'est la liberté. L'architecture ouverte, pour moi, ça a été toujours quelque chose que j'ai mis au centre du conseil. Explique ce que c'est l'architecture ouverte pour les gens qui nous écoutent. L'architecture ouverte, c'est quand tu arrives dans une banque A, par exemple, et que tu veux investir dans un fonds action, ils vont te donner le fonds action banque A, le fonds international banque A, le fonds obligation banque A. Aujourd'hui, la banque A, bien sûr, elle n'est pas forcément bonne en actions françaises, en obligations et en fonds internationaux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller screener tout le marché dans toutes les classes d'actifs. Des classes d'actifs, il y en a plusieurs. Il y a une infinité de complexité dans nos métiers. Il faut savoir, et d'ailleurs, c'est une des valeurs qu'on met en avant chez Cheval Blanc Patrimoine, c'est qu'on additionne les compétences pour additionner les performances à la fin. On a un spécialiste en action, un spécialiste en ETF, un spécialiste en private equity, un spécialiste en immobilier, dans l'immobilier ancien, les SCPI, le neuf, etc. Le but, c'est d'avoir, comme un médecin, tu ne te ferais pas opérer de l'épaule par ton dentiste. Et ben de la même manière, moi, j'ai pas un gars de l'immobilier. J'ai pas un gars de l'immobilier qui va aller conseiller du private equity. On a un gars qui fait du private equity, on a une fille qui fait de l'immobilier, etc. Et au cabinet, on travaille main dans la main, souvent en task force, au service de l'objectif de nos clients. Là-dessus, j'ai appris, je voulais juste te dire, j'ai appris à l'époque quand j'ai construit ma carrière et mes compétences, j'ai commencé chez Cyrus Conseil, qui est un petit peu le père de la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, Meyer, c'est vraiment une figure. Non, mais c'est vrai. Quand on est arrivé, Cyrus Conseil, c'était un petit peu la légende. Il n'y avait personne sur le marché. Il y avait 2-3 acteurs, mais il y avait Cyrus Conseil et les autres. Et aujourd'hui, t'es pas venu pour rien, Meyer. Oui, et je l'ai pas payé. Hein. Non, c'est vrai. Et la réalité, c'est que la chose que je voulais faire comprendre et qui était la plus difficile pour nous, c'est de faire rentrer un client dans les locaux, puisqu'il y avait toute une partie où il fallait qu'on se fasse connaître. Et moi, ce que j'ai voulu au travers des réseaux sociaux, et aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, j'ai
J'ai été top voice numéro 1 sur LinkedIn et je fais une soixantaine de millions d'impressions par an, ce qui me permet de faire rentrer des clients chez nous. Et les deux, il y a un petit combat d'ego là entre les deux là non, sur les. Non, je plaisante. Je trouve ça génial et on en a parlé tout à l'heure. Vous faites pas trop de compliments. J'aimerais qu'il y ait un peu de débat. Non, mais il y aura du débat. Mais bien sûr. Non, parce que Mounir dit quand même que vous êtes tous. Quand j'ai dit je vous invite, il m'a dit c'est tous des mecs du passé quoi. Donc je veux pas mettre une mauvaise ambiance, mais. Ouais. Et bien sûr. Mais on lui enlèvera sa tétine tout à l'heure. Mais oui, c'est gratuit. Mais évidemment que c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est de mauvaise foi. C'est la base de cette émission. Non, mais bien sûr que le but, c'est de faire savoir qu'on existe. Et je pense que les parts de marché, on va les prendre et on a un boulevard. Quand on saura lever la main assez fort pour montrer qu'on est là, une fois que le client il rentre chez nous, il sort plus, généralement. Et ça, c'est la finalité de notre... Je pose la même question qu'à tout le monde. Quel créneau de clientèle en termes de patrimoine ou en termes d'actifs chez toi? Quel âge Eh bien là, c'est une petite particularité, parce que moi, je viens d'une famille modeste. Mon père était policier et ma mère travaillait quand elle le pouvait. Et ils nous ont inculqué, par contre, beaucoup de valeurs et ils nous ont transmis beaucoup d'intelligence. Par rapport à ça, je me fais quand même une raison de prendre tous les clients qui viennent nous voir et qui, la promesse, c'est essayer de faire de notre mieux eu égard aux moyens qu'on nous a confiés. C'est de plus en plus dur, donc maintenant, on a mis un seuil qui est quand même à 100 000 euros, puisque d'un point de vue réglementaire, c'est tellement lourd qu'on ne peut pas faire des clients à perte. En revanche, on a des clients à 100 000, même à 10 000 qu'on avait pris historiquement, et on a des clients, notre plus gros client a chez nous 120 millions d'euros de placés. Âge? Donc voilà. À peu près. L'âge, il est entre 45 et 50 ans en moyenne. Donc à peu près sur le même créneau que. Oui, on a de plus en plus de très jeunes aussi qui viennent des réseaux sociaux et qui s'éduquent. Et du coup, qui ont des réussites assez fulgurantes. On dit souvent que c'était à l'époque qu'on pouvait créer un Total ou quoi, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des clients qui ont monté des trucs impressionnants en très peu de temps et qui ont fait des dizaines de millions d'euros. Tu disais meilleur tout à l'heure. Ouais. Julien, toi là-dedans, multifamily office. D'abord, explique-nous, family office que c'est, multifamily office que c'est, on comprend pas forcément. Très rapidement. Le métier a à peu près un siècle, il a été créé aux États-Unis. On est parti tout d'abord des single family office, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une équipe constituée pour une seule famille. Et cette équipe n'a qu'une seule vocation, défendre les intérêts de son client, c'est-à-dire de la famille qu'elle représente. Et finalement, donc ça, attends, juste pour qu'on comprenne, c'est une structure financière qui est montée par une famille qui veut gérer son propre patrimoine. Exactement. Bon, le terme est un peu galvaudé, mais tu peux très bien avoir un single family office, un mono family office, dans le cadre d'une holding patrimoniale, familiale, assez classique. C'est le cas des grandes fortunes françaises. Et le métier, ensuite, c'est démocratisé. On est passé du mono family office au multi family office. Alors, c'est quoi exactement le même modèle. À la différence près, c'est que tu as une équipe. Nous, en l'occurrence, nous sommes 35 aujourd'hui. Et ces 35 personnes accompagnent une cinquantaine de familles. Donc en fait, on mutualise les compétences et c'est l'interprofessionnalité. En fait, on conjugue les compétences de l'ensemble de l'équipe à destination de plusieurs familles. C'est hyper stimulant, ça crée de l'émulation puisque évidemment, à la différence d'un mono-family office, le mono-family office, c'est un vrai sujet, on fait partie de l'AFO, qui est l'association française du family office. Un des problèmes du mono aujourd'hui, c'est que le fait que la nouvelle génération ne souhaite pas travailler avec l'équipe des parents, donc il y a un vrai sujet sur ces dimensions-là, et le propre d'avoir un entre-soi, une équipe qui est confrontée tout le temps aux mêmes problématiques, évidemment ça stimule moins. Donc l'avantage aujourd'hui du multi, c'est d'être confronté à l'actualité économique, évidemment, et aux solutions de placement ou d'investissement, mais d'avoir aussi la complexité, non pas d'une seule famille, mais d'une cinquantaine. Donc ça permet d'être toujours justement aguerri sur les connexions, sur l'actualité, sur les connaissances. Tu vises quel type? Alors, family office, on a bien compris. Là, on parle vraiment des plus grandes fortunes françaises. Et multifamily office, sans donner de chiffres, ou si tu veux donner des chiffres, alors, mais on parle de familles qui ont... On se rejoint. En 2016, on va avoir 10 ans l'année prochaine, je me suis dit, chiche, on démocratise l'activité du FO. En fait, finalement, le family office, finalement, le sujet était d'avoir des family office qui se fixaient un seuil à 50 millions d'euros en se disant, et finalement, ceux qui sont en dessous, ils se débrouillent, ils vont dans les banques privées ou ailleurs, ou en tout cas avoir la chance, et ça, j'en parlerai après. Je trouve qu'on a cette légitimité aujourd'hui, tu en parlais tout à l'heure, je trouve qu'aujourd'hui, la reconnaissance de notre activité, en dehors du scope des banques privées, est reconnue. C'est lié évidemment à la qualité des travaux et des actions qu'on peut entamer auprès des clients, mais c'est lié au fait que les banques ne jouent plus forcément leur rôle. Mais il faut reconnaître aussi ce qu'elles font de très bien,
quotidien et les normes auxquelles elles sont confrontées aussi. On sent que vous y allez quand même sur des œufs, hein. C'est-à-dire vous critiquez, mais vous voulez pas vous griller avec les banques, quoi. C'est-à-dire vous dites ouais, non, ils font du bon travail, c'est des gens très très sympas, mais en fait on va quand même essayer de leur bouffer tout le truc. Et 80% de parts de marché s'ils font pas du bon boulot, mais simplement on va y revenir. Très inégal. Je vous laisserai pas. Et c'est simplement le métier qui évolue. Je vous laisserai pas avec un discours qui est d'Orsay. Donc Chiche, on démocratise l'activité du FO, du Family Office, et donc on a créé Com en 2016, et donc depuis c'est devenu un petit groupe financier. On a 3 Family Office à l'intérieur. Okay. Com qui est l'activité historique. On a une JV, une association avec Barnes. Donc on a créé le Family Office de Barnes. On pourra en parler si tu veux. L'agent immobilier. Ouais. Family Office dédié en fait avec un scope, un prisme immobilier principalement, et on a créé un carve-out de l'activité, donc on a séparé l'activité pour les clients plus petits dont le patrimoine est inférieur à 10 millions d'euros, et on a créé Com gestion privée. L'offre est strictement la même, seuil à partir d'1 million d'euros et les clients Family Office à partir de 10. Et ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est qu'on fait tous le même job, on a tous la même considération vis-à-vis de la réglementation, on est tous conseillers en investissement financier. La seule différence majeure, c'est le modèle de rémunération. C'est la transparence de la rémunération. Je pense qu'on a tous cette vertu-là autour de la table. Le propre d'un family office, c'est de ne pas distribuer des produits, c'est de plutôt construire une allocation d'actifs. Je sais que c'est un sujet votre grand argument, hein, ça, c'est cette indépendance et le fait que vous ne soyez pas rémunéré sur la vente des produits, mais que vous êtes rémunéré de façon forfaitaire. Exactement. On est allocateur d'actifs, on est directeur financier ou chef d'orchestre suivant les sensibilités de nos clients, mais on intervient, on sélectionne, on analyse les solutions d'investissement, et nous travaillons avec des cabinets de gestion de patrimoine, on travaille avec des banques évidemment, mais on est là pour veiller justement à la cohérence des opérations et à la tarification surtout. Mais hier, juste rapidement, qu'est-ce qui a changé dans le monde du placement? Moi, j'ai l'impression que le monde du placement, il a complètement été bouleversé en 10 ans. C'est quoi les grands changements pour toi, très rapidement? La gestion active, l'arrivée des ETF, donc les gestions passives, c'est quelque chose qui a révolutionné. La transparence, d'une façon générale, parce que la transparence, elle est obligatoire pour tout le monde. Hein. Les clients savent exactement sur chaque centime comment on gagne. Donc, ce qui a changé, c'est l'arrivée de nouveaux placements. Pendant longtemps, le monde du risque n'existait pas, c'était du fonds en euros. Aujourd'hui, on a des nouvelles classes d'actifs. On va parler du private equity qui est le passage obligé, mais sur l'immobilier, il y a des club deals qui n'étaient pas possibles avant. Il y a une démocratisation, donc en tout cas, il y a une offre qui est beaucoup, beaucoup plus large. Ce qui n'a peut-être pas changé, c'est la complexité fiscale en France qui, elle, a été déjà très forte. Mais qui fait un peu une partie de votre intérêt aussi. C'est-à-dire que si les gens viennent vous voir, c'est parce que il y a une complexité fiscale et vous les aidez à le résoudre. Oui, et que la fiscalité, sans en faire une obsession, est l'un des éléments de cette rentabilité. Donc ce qui change, c'est peut-être aussi le fait qu'on ne regarde plus que des critères financiers. Les critères non financiers, la philanthropie est quelque chose qui démarre à tous les âges, presque à tous les patrimoines. C'est des choses qu'on ne voyait pas. La partie RSE, je ne sais pas si c'est... elle est encore demandée, les produits verts, donner du sens. Depuis Trump, ça. Tout ça, il y a une part de vrai, une part de fumée, mais en tout cas, c'est cette complexité avec peut-être l'âge moyen des investisseurs qui est aussi plus bas et une appréhension du risque qui commence à être différente. Mounir, c'est quoi pour toi les grands changements depuis que tu es rentré dans la gestion de plein pied, hein? Moi, j'ai commencé à investir quand j'avais 18 ans et on était en pleine crise financière. Donc moi, j'ai découvert ce monde-là à ce moment-là et j'ai fait une école de commerce, spé finance. Il n'y a personne dans mon entourage qui s'intéressait au sujet. Et donc aujourd'hui, si tu reviens dans les écoles de commerce, je pense que ça a bien changé. Pourquoi ? Parce que tous les arguments que Meyer a cités, il y a aussi un système de retraite qui est aux abois. Et aujourd'hui, tu t'interroges les jeunes générations, il n'y a plus personne qui y croit en fait. D'accord. Donc je pense que le rêve... Ça, c'est le grand changement. Ça, c'est un vrai changement fondamental. Tu penses qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui? Il y a une prise de conscience qui est totale. Et il y a aussi des classes d'actifs qui ont émergé. Il y a notamment une classe d'actifs qui s'appelle la crypto-monnaie qui a, je pense... qui a vraiment un exercice intellectuel autant qu'un placement financier. Aujourd'hui, il y a plus de Français de moins de 35 ans qui investissent en crypto qu'en bourse. C'est quand même étonnant. Le truc n'existait pas il y a 10y ans. C'est 9 millions, c'est ça le nombre de comptes de détenteurs en France, parmi les moins de 35 ans, c'est 19%. D'accord. 16% en bourse. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé, qui est un moment qu'on a tous envie d'oublier, qui s'appelle le Covid. En fait, au moment du Covid, il y a 1 million de Français qui commencent à investir en bourse. Et ils sont restés. Et ils y sont restés. Et on en parlait il y a quelques temps. Tu me disais que l'investissement en bourse, c'est quelque chose qui ne faisait que s'effondrer avant ça. C'était vraiment terrible d'ailleurs pour la place de Paris. Là, c'est reparti. Il y a les ETF en plus qui arrivent. Il y a des plateformes qui permettent d'accéder facilement aux produits. Il y a de l'information partout. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment à l'aune de l'âge d'or.
Mais tu l'as dit, il y a aussi des bâtons qui nous sont mis dans les roues. La fiscalité est beaucoup trop complexe. Et je pense que la réglementation, de façon générale, est trop complexe. Pourquoi il y a un compte titre, un PEA, un PER, un PEA, PME? On n'y comprend rien. Ça devrait être beaucoup plus simple. Et on devrait enlever cette barrière qui, aujourd'hui, est encore un trop gros frein. On va y revenir très rapidement. Joachim, pour toi, qu'est-ce qui a changé sur les 10 dernières années? Je suis un peu d'accord avec Mounir. Pour la partie, la pyramide des âges, c'est devenu une bonbonne. Hein. Ça, c'est un vrai problème. Et à partir de ce moment-là, on va devoir être obligé d'investir pour assurer ces vieux jours en France. C'est quelque chose qui est au centre déjà de pas mal de préoccupations. Après, ce qui a changé, vous en avez parlé, les crypto-actifs, c'est une classe d'actifs qui devient incontournable et à laquelle on va devoir se mettre pour apprivoiser. Et surtout, l'accessibilité de l'information et la pédagogie, ce qui fait que tout le monde commence à s'intéresser à l'argent en France. On va dire, on s'américanise, on a un investissement et une politique d'investissement. Avant, on épargnait ce qui restait et maintenant, finalement, on épargne d'abord et on dépense ce qui reste ensuite. Et là, ça devient vraiment intéressant de voir les Français qui mettent du flux tous les mois sur de l'épargne et qu'il faut éduquer pour qu'ils fassent de bons choix. Moi, ce que je pense qui a énormément changé, c'est ça, l'accessibilité, l'information et surtout la richesse de l'offre qui est maintenant infiniment plus grande que ce qu'elle n'était il y a 10 ans. Julien, je t'interrogerai en deuxième partie d'émission. On se retrouve dans quelques instants. BFM Business, c'est votre argent. Spécial placement. Marc Fiorentino. Franchement, la première partie était passionnante. J'espère que la deuxième sera aussi passionnante que la première. On parle placement, spécial placement. Essayez de vous expliquer un peu ce qui a changé dans le monde du placement et puis demander à des spécialistes du placement pour différentes catégories de clientèle. On va leur demander leur tuyau dans la deuxième partie avec Meyer Azegui, coprésident de Cyrus, Julien Maguiteri, président et fondateur de Com Family Office, avec Joachim Savini, président, il n'y a que des présidents, de Cheval Blanc Patrimoine. Ça c'est pas très disruptif, président. Le G5. C'est franchement... et Mounir Lagoun, que vous connaissez tous, qui est fondateur et président de Finari. On va se poser une question très simple. Moi, je pense qu'une énorme partie de la valeur dans la gestion de son patrimoine, c'est le bon choix des supports et le bon choix d'allocation. Donc, on va essayer de comprendre comment on construit une allocation d'actifs en fonction de son profil, en fonction de son âge, en fonction de ses objectifs. Mounir disait tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui se disent, bon, globalement, le système des retraites est mort, il va falloir qu'on se démerde tout seul. Donc, comment on fait ça? Comment on construit, Joachim, alors, je vais commencer par toi, Julien. Comment on construit, alors, et je pense que ça, c'est commun qu'on ait, évidemment, quelques milliers d'euros ou quelques millions d'euros. Comment on construit son allocation d'actifs? Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour faire des bons choix? Je ne parle pas des produits pour l'instant, je parle des catégories de placement. Et peut-être nous rappeler quelles sont les différentes catégories de placement. Oui, avec plaisir. Déjà, je te pose une question. Comment tu crées de la performance aujourd'hui? Tu crées de la performance par ton allocation d'actifs, donc c'est évidemment déterminant. Et deux, c'est la sélection. C'est comme ça que tu crées de la performance. Donc, soit tu le fais seul, soit tu le fais accompagné, mais tu as besoin de définir une stratégie. Et je pense que le monde a changé, puisque tu posais une question tout à l'heure sur l'évolution, en fait, finalement, des solutions d'investissement. Ce qui est fondamental, je te réponds, c'est que ce sont les clients qui ont changé, et les attentes ont changé, donc, et le monde économique évoluant également. Donc, je pense qu'il est important pour nous, acteurs, en tout cas, de cet écosystème, de pouvoir répondre, en fait, finalement, à ces nouvelles attentes. Donc, comment définir une allocation d'actifs? Je pense que le monde de oui n'existe plus, c'est-à-dire que finalement, il y a une décennie, tu achetais finalement un mandat de gestion et tu faisais la perte d'un indice, où globalement, le gérant essayait de faire la perte d'un indice. Aujourd'hui, les paradigmes ont changé, il ne s'agit pas de faire la perte d'un indice, on pose souvent la question, quel est le niveau de performance attendu? Le niveau de performance attendu, c'est au moins de faire l'inflation. Donc, elle a baissé, mais lorsque tu avais une inflation à 7 points, il ne s'agissait pas de faire le CAC, la performance du CAC à 3, quoi. Donc, l'objectif pour nous, c'est de dépasser justement ces niveaux d'inflation et arrêtons, enfin, je pense que le monde a changé, mais en effet, fini le terme où tu pouvais finalement saisir une opportunité d'investissement parce qu'on te proposait une solution où tu voyais sur une lecture finalement tel SICAV, etc. Aujourd'hui, il faut coordonner, mettre en cohérence en fait les investissements, quelles que soient les classes d'actifs, que ce soit la partie, nous on appelle ça donc toute la partie private asset. Donc dette privée et investissement dans le capital non coté, et évidemment investissement dans les sociétés non cotées. Il y a la partie listée, la partie cotée plus classique, traditionnelle, et la partie immobilière. Et d'autres classes d'actifs. Et dans l'immobilier, tu as l'immobilier résidentiel, l'hôtellerie, etc. Et tu as l'immobilier papier. Évidemment. Et donc, en fait, tu construis ton allocation d'actifs en fonction de ton projet.
ce qui est fondamental, c'est quel est finalement ton objectif. Et à partir de là, est-ce que tu as besoin de rendements complémentaires, de revenus complémentaires? Est-ce qu'à l'inverse, tu es plutôt dans une stratégie dite de capitalisation? C'est-à-dire que tu dis, je n'ai pas besoin de mon épargne et je récupère mon épargne dans 5, 7 ou 10 ans. Et à partir de là, évidemment, la stratégie va être différente. 1, dans la sélection, c'est-à-dire l'organisation de tes investissements. 2, la sélection des supports. Si en effet, tu n'as pas besoin forcément tes intérêts, ton capital à court terme, tu vas plutôt choisir des supports dits moyen-long terme ou long terme, qui te permettent d'avoir une fiscalité plus avantageuse. Je parle du PEA, de l'assurance vie, etc. Mais tu as complètement raison, c'est totalement ridicule aujourd'hui, c'est une complexité absolue. Rendons les choses simples. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire tous autour de la table, parce qu'on a cette culture, et je pense qu'il nous caractérise tous, c'est cette volonté, en fait, de rendre audible cette classe d'actifs, ou en tout cas cet écosystème qui a eu tôt tendance à être souvent arrogante sur ses décisions, sur ses orientations. Donc la première chose pour construire son allocation, je vais vite, c'est son organisation et ses besoins, et ensuite se faire accompagner évidemment de conseils qualifiés qui ont eux-mêmes leur conviction. C'est fondamental d'avoir sa conviction sur une analyse, une évolution. On participe aux gens, je trouve qu'on a beaucoup de chance, on participe en fait aux grandes mutations du siècle, qu'elles soient sociétales, technologiques, environnementales. Il faut pouvoir le comprendre, et je pense, on parlait des banques tout à l'heure, notre enjeu aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière, et ça a toujours été mon leitmotiv, réconcilier épargne et intérêt collectif, faire en sorte de pouvoir financer l'économie réelle en investissant directement dans les sociétés. J'ai jamais bien compris cette notion d'économie réelle. Je veux dire, c'est quoi l'économie réelle? C'est les boîtes. Le Bitcoin, c'est de l'économie réelle. Tu vois, j'entends ce que tu dis, je l'entends souvent, mais pour moi, enfin, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel? Donne-moi un exemple. Ok, je comprends. Je te donne un exemple. Je rencontre un dirigeant, le mec, sa boîte est successful, il a 2 contraintes, c'est que son chiffre d'affaires est constitué principalement de la défense et du nucléaire. Le type, en fait, achète, donc il est dans une stratégie d'acquisition, il rachète des sociétés en France. C'est un Français. Une boîte française détenue à 100% par un capital français. Aucune banque n'a voulu le financer. Le type fait 300 millions de chiffre d'affaires, il fait 50 millions d'euros de résultats. Personne ne veut le financer. Pourquoi personne ne veut le financer? Parce que voulait le financer. Parce que ça a changé la solution. Le type n'est pas ESG. En fait, les banques ne le financent pas parce que le type n'est pas green. Évidemment, il est dans la défense et dans le nucléaire. Il a comme poste client, tu sais qu'il est allé chercher? Non. Un fonds de capital investissement américain. Et aujourd'hui, notre rôle, nous, c'est de dire, tu as besoin de combien pour financer tes acquisitions? On lui a mis un droit à tirage de 10 millions d'euros, c'est ce qu'on appelle la dette privée, où en fait, on lui a prêté les fonds, rendement pour nos investisseurs entre 10 et 12%, garantie, créance de l'État français, créance des premières sociétés françaises comme EDF et d'autres. Et donc, en fait, si tu rapportes le rendement sur le niveau de risque, c'est juste absolument extraordinaire et tu participes au financement de l'économie réelle. Mounir, si je rentre sur Finari, que je mets ce que j'ai, puisque tu as l'agrégation, que je donne mes objectifs en termes de placement, qu'est-ce que tu fais? Tu me sors un camembert un peu type pour me dire, bah tiens, voilà ce qui te correspondrait? Je vais te sortir en fait ta feuille de route, et la feuille de route, elle va être basée sur ce qu'on appelle la méthode Finari. Et tu vois, Julien l'a bien dit, c'est souvent le flou pour le client quand il arrive face à ce choix d'allocation. Nous, on a fait quelque chose de très simple, c'est qu'on a créé une pyramide patrimoniale. Et en gros, la pyramide, elle se construit de bas en haut. On commence par le socle, c'est-à-dire avoir un matelas de sécurité. C'est le prix de ton sommeil. Si tu veux dormir tranquillement, tu mets 3 mois de dépenses de côté. Si tu es vraiment quelqu'un qui est très stressé, mets 6 mois, il n'y a pas de problème. Tu mets ça sur un livret A et tu passes à autre chose. Et ensuite, tu vas ajouter des moteurs de performance. Et pour moi, il y a 3 moteurs qui sont intéressants. Il y a la bourse, qui est beaucoup trop sous-utilisée encore en France. On pense qu'il y a eu un sondage récemment, 79% des Français pensent que le loto est moins risqué que la bourse. C'est ça le niveau dans lequel on est. Et les gens ne sont pas bêtes, c'est juste qu'on ne les a pas informés. Et puis quand tu regardes le patrimoine des ministres, tu as juste envie de pleurer, quoi. Ouais, d'ailleurs je l'ai analysé, il y a une vidéo sur ma chaîne, c'est assez terrifiant. Il y a des gens qui ont 1 million d'euros sur un compte courant, on en est là. Mais donc, tu as la bourse, d'une part, qui est super importante. Tu as l'immobilier, qui historiquement était incontournable. Et encore une fois, on en parlait avec toi, je pense qu'il y a une confusion entre l'immobilier de jouissance et l'immobilier qui va générer du rendement. Moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que les jeunes ont moins envie d'acheter leur résidence principale, parce que déjà, ils ne peuvent plus, mais ils ont envie d'acheter des biens locatifs pour aller faire de la performance. Et enfin, ça c'est le troisième moteur, c'est les actifs, on va dire, alternatifs ou exotiques, on les appelle comme on veut. Et là, il y a la crypto, et là, il y a le private equity. Tu mets l'or là-dedans? Moi, je mets l'or là-dedans aussi, évidemment. C'est un actif de diversification. Pour moi, l'or a peut-être surperformé le S&P 500 sur 25 ans, mais sur 50 ans, c'est jamais arrivé. Et en fait, ce n'est pas un actif productif. Tu parlais de l'économie réelle, l'or ne produit rien, c'est une valeur refuge. Et je pense qu'on
En termes de valeur refuge, le Bitcoin sera bien plus intéressant. Donc plus qu'un profil ou un camembert, toi c'est plutôt une pyramide. C'est une pyramide et en fait, après, en fonction de ce que tu nous as dit et de ce qu'on voit dans ton patrimoine, on va te tracer une feuille de route, mais in fine, c'est tes choix. Nous, on ne va pas te prescrire, c'est pas notre rôle en fait. C'est vraiment le client qui choisit ce qu'il veut faire. Par contre, on va lui donner les clés et on va lui dire surtout ce que font les autres membres de la communauté. Et je pense que ça, c'est clé. Ouais, ça, c'est très intéressant. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué quand j'ai commencé, c'est que moi, j'avais plus confiance en des inconnus sur Internet dans tes pairs. Que quand mes pairs, tu vois. Quand mon banquier, évidemment. Et donc, c'est pas parce que le banquier est de mauvaise foi, c'est juste parce que je sais que ses intérêts ne sont pas alignés avec les miens. Et donc, nous, on veut mettre l'intelligence collective au service de tous les investisseurs. Et donc, si on te dit, écoute, Marc, il y a 50% des gens qui sont comme toi qui font ça, je pense que c'est un signal très fort. Et ça, tu l'as sur l'app. Et donc, plus on a d'utilisateurs, plus ces signaux sont forts. Et donc, plus on guide les utilisateurs vers quelque chose qui est simple. Nous, on ne va pas les rendre riches rapidement, mais par contre, on leur donne une méthode qui leur permet de faire croître leur patrimoine, puisque leur problématique, c'est pas de rester riche, c'est plutôt de le devenir, ou plutôt de devenir libre, puisque c'est le grand thème du moment. Donc on leur donne une méthode, et après, eux, ils se l'appliquent comme ils veulent. Joachim, là, il y a une grande différence entre vous, parce que toi, tu as vraiment du conseil de conviction. Exactement. Enfin, il y a beaucoup de conviction dans ce que dit Mounir. Nous, on a d'abord, comme l'a expliqué... Mais il y a une conviction qui est la conviction d'apprendre aux gens à devenir indépendants. Alors moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Comme disait Warren Buffett, on ne veut pas être riche pour avoir une Ferrari, mais pour être libre de faire ce qu'on veut et d'avoir une charge mentale de l'argent qui est éliminée. D'avoir 2 Ferrari. Exactement. Et d'avoir 2 Ferrari. Non, mais en fait, nous, alors quand on accueille un client, on a d'abord un profil de risque à faire, etc. Puis ensuite, on fait un camembert, cette fois-ci, sur lequel on n'a rien inventé. On a pris la moyenne de toute la data. Le monde nous donne de l'information. On a analysé toute cette information. On a analysé Goldman Sachs, on a analysé UBS, on a analysé Morgan Stanley, etc., les family office, et on a pris tout ce jeu et on a fait une grande moyenne. Et là-dedans, ça nous sort 25% de private equity. Dans le private equity, il y a un peu d'infra, un peu de dette privée, un peu de trucs. 25% d'actions cotées. Là, il y a 20% d'immobilier de rendement exclusivement hors immobilier de jouissance, puisque on l'exclut des allocations. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les obligations montent un petit peu, puisque le contexte voulait ça, et l'année dernière... Avec le retour de la hausse des taux d'intérêt, évidemment. Un peu de liquidité pour saisir les opportunités. Et la grande nouveauté, c'est 5% de diversification dans lequel on va retrouver de l'art, dans lequel on va retrouver de la crypto-monnaie, dans lequel on va retrouver de l'or. Le but, c'est avec un montant qui est confié, chez nous on a fixé ce minimum à 250 000 € pour reproduire ce portefeuille. À l'intérieur, en allant sélectionner les meilleures solutions qu'on peut trouver sur la planète, en allant les sélectionner nous-mêmes, les analyser, vérifier qu'elles sont onboardables en France, et après on constitue ce portefeuille. Et on peut donner accès aujourd'hui, ce qu'il faut faire savoir, et c'est là notre différence avec les banques. Les banques, elles ont abandonné. Tu disais tout à l'heure qu'on ne donnait pas assez notre point de vue par rapport aux banques. Elles ont abandonné la gestion privée. Moi, je trouve que quand on est un client, qu'on arrive en banque, c'est compliqué. En gestion de fortune, elles sont extrêmement fortes, extrêmement présentes. C'est quoi la différence entre gestion privée et gestion de fortune ? Pour aller en gestion de fortune, dans une banque comme une des top 3 banques françaises, il faut mettre 2 millions d'euros dans leur livre. Okay. À partir de là, tu vas avoir accès à une équipe de Top Gun qui va quand même te donner quelque chose. Plutôt 5 ou 10 maintenant. C'est plutôt 10 millions que 2 millions. C'est ce qu'ils disent, le seuil il est là. En tout cas. Mais en dessous, elles ont un petit peu abandonné. Et nous, ce segment de clients, on a envie d'aller lui répondre, et surtout qu'il y a 3 millions de Français qui sont dans ce segment de clients, et on va lui dire, on va être capable de délivrer quelque chose d'extrêmement performant, d'extrêmement diversifié, et dans ton intérêt, puisque le but, c'est entre ce que tu mets au début et ce que tu mets à la fin, il faut une flèche qui va vers le haut. Okay. Et nous, on est garant de cette flèche qui va vers le haut. Mais j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, Julien disait, il y a à la fois le choix des supports et à la fois l'allocation d'actifs. Moi, j'ai quand même l'impression que la location d'actifs est vraiment beaucoup plus important que le choix des supports. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de supports maintenant indiciels qui font le job de façon assez simple. De façon factuelle, l'attribution de performance, elle vient à plus de 90% de la location. Mais tout ça, c'est aussi une question d'expérience. Moi, j'ai envie de répondre à Johnny pour dire que... Parce qu'elle a ma gueule. Ben oui, la gueule de Cyrus, elle a du vécu. Elle a 36 ans et c'est de l'expérience. Donc, on a essayé de proposer, en tout cas, nous proposons aujourd'hui une allocation qui fonctionne. C'est aussi une pyramide, comme quoi les anciens ont peut-être aussi fait des choses. Ouais, la pyramide, ça a un moment. Trois classes d'actifs. C'est même plus vieux que les actifs fondamentaux. Résidence principale, mon entreprise, ce qui me sert
à vivre au quotidien. Là, je n'ai pas de degré de risque zéro. Les actifs de train de vie, ceux qui vont me servir à avoir un train de vie immédiat ou différé pour moi ou pour ma famille. Et ensuite, ce qu'on appelle les actifs de développement. Il ne faut pas le dire à Mélenchon et compagnie, c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin, qui ne va pas me servir. Je peux envisager la transmission. Donc là, prendre beaucoup plus de risques. Je peux prendre des cryptos si j'en veux. J'ai beaucoup plus de temps pour l'investir. Quand on a cette approche, on ne se trompe pas. D'accord. Et à partir de là, on propose une allocation stratégique qui reprend toutes les classes d'actifs avec une combinaison ce qui est important. Et derrière, il y a le choix des supports. Absolument, et ça vient derrière. Et donc, l'ensemble des classes actives, tout ce qui a été dit par les uns et les autres. Évitons de regarder peut-être trop dans le rétro. Moi, ce que je crois, c'est que j'en parlais avec le patron de JP Morgan sur toute l'activité de gestion de fortune au niveau mondial en janvier dernier. Il me disait qu'à horizon 2030, chez JP Morgan, pour les grands clients, la partie dette privée et private equity, ce que j'appelle la partie private asset, représentera plus de 50% des allocations à horizon 2030. Ce qui veut dire qu'ils vont diminuer la poche action cotée. Pourquoi ? Trop de volatilité, trop d'interdépendance à des décisions géopolitiques, avec un monde qui est complètement... Ça va pas dans le sens de ce que je souhaite Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est essayer, non pas d'essayer d'agréger l'ensemble des datas d'aujourd'hui, mais c'est de comprendre en fait la transformation. De te projeter. Et c'est comme ça que tu crées de la performance. Ça, c'est pour les investisseurs américains qui, effectivement, sont déjà à près de 25% de leurs actifs en non cotés. En Europe, on est encore très, très loin. Et surtout, eux, ils ont une proportion d'actifs cotés qui n'a rien à voir avec la nôtre. Absolument. Bien sûr, mais tu verras, la tendance est là-dessus. Tu verras. Et tu vois l'engouement qu'il y a autour du non-coté. Et qu'il y a autour de la dette privée en ce moment. Allez, je voudrais garder un peu de temps pour vous demander, messieurs, vos tuyaux. C'est l'heure de vérité. Je vais vous demander chacun de me donner 2 ou 3 tuyaux pour les gens qui nous écoutent, quel que soit leur degré de fortune, qu'ils aient 10 000 euros à placer ou 10 millions ou 100 millions. Joachim, c'est quoi tes tuyaux du jour ? Pour ou moi, de la semaine, ou du mois, ou de l'année. Le premier tuyau, c'est que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même déjà. Il faut se former pour faire que des choses qu'on comprend. Et ça, moi, je l'ai appris dans mes débuts. Il faut faire que des choses qu'on comprend. Tu veux dire en placement. Exactement. Déjà, il faut investir que dans ce qu'on comprend. Exactement. Si on ne comprend pas, il ne faut pas faire. Il ne faut jamais faire quelque chose qu'on ne comprend pas. On éviterait un tas d'accidents. Quand je finance, je mets mon argent sur un livret A, je comprends comment fonctionne un livret A. Quand je mets de l'argent en private equity ou sur du côté, j'aime bien se prendre cet exemple pour mes clients. On dit oui, le private equity, c'est des sociétés, c'est des petites sociétés. Hermès, top société française, c'est coté. Chanel, c'est encore plus gros qu'Hermès. Et c'est non coté. C'est deux sociétés qui se ressemblent énormément. Il y en a une que je peux avoir avec le private equity, l'autre que je peux avoir en investissement en bourse. Investir dans ce qu'on comprend, ensuite. Exactement. La deuxième chose, c'est le temps. Warren Buffett disait que l'investissement, c'est le transfert de l'argent des impatients vers celui des patients. J'adore cette synthèse, puisque c'est-à-dire que si on sort un gâteau au bout de 5 minutes du four, c'est normal qu'on ait un truc... Donc avoir un horizon de temps qui soit large. Un horizon de temps. Mais il faut rester agile quand même, parce que le monde bouge. La volatilité. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Le troisième, c'est aussi de diversifier et de s'entourer des meilleurs. Donc diversifier, c'est d'avoir accès à un maximum de classes d'actifs. On connaît tous le proverbe comme quoi il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est bien évident, mais une fois qu'on a mis ses œufs dans différents paniers, il faut aussi des paniers de qualité. Et quand on va sélectionner des fonds de private equity à partir de 100 000 euros, il faut le bon fonds de private equity. En action cotée, il faut les bons fonds, les bons ETF, la bonne classe d'actifs. Est-ce qu'aujourd'hui j'investis sur la Chine, ou est-ce que j'investis sur les États-Unis, ou est-ce que j'investis sur l'Europe, ou sur l'intelligence artificielle? Et là, encore une fois, il faut arrêter de se prendre pour plus grand qu'on ne l'est. Nous, à des moments, on arrive même à nos propres limites et on va chercher des compétences extérieures. Tu parlais de JP Morgan, tu parlais de Feinari, je parle de qui je veux pour aller regarder ce qui se fait sur le marché et d'aller m'inspirer pour prendre les bonnes décisions. Il faut avoir une offre assez grande en architecture ouverte. Mounir, tes 3 tuyaux. Écoute, le premier, c'est il faut une gestion saine de son argent avant de le placer. Et donc, le budget, c'est vraiment le b.a.-ba. Moi, ce que je recommande, c'est de faire ce qu'on appelle un 50-30-20. Encore une fois, on n'invente rien. C'est un truc qui a été inventé par Elizabeth Warren il y a très longtemps, donc sénatrice américaine. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour le plaisir et 20% pour l'épargne. Et je pense qu'en France, tu vois, on est champion d'Europe de l'épargne, mais on est les cancres de l'investissement. Et donc, le deuxième conseil qui est lié au premier, c'est que ces 20%, tu les flèches automatiquement vers tes placements. Et donc là, il y a un truc qui s'appelle l'assurance vie, tu peux faire des prélèvements automatiques, tu peux mettre en place ce qu'on appelle des investissements programmés, du DCA sur des plateformes. Donc mettez en place des prélèvements ou des virements automatiques, vous ne pouvez pas dépenser l'argent que vous ne voyez pas, et donc cet argent-là, il va aller travailler de façon
automatique. Quel que soit le niveau, tu dis, ça peut être 100 balles. À partir de 10 euros, tu vois, ça n'a aucune importance. En fait, c'est même plus important de le faire quand on a 10 euros, puisque le problème, et je pense que tout le monde ici autour de la table l'a vécu, si on travaille beaucoup et qu'on n'investit pas, le jour où ça cartonne, on se retrouve avec 10 millions d'euros. Alors, je le souhaite à tout le monde, mais on se retrouve avec 10 millions d'euros, on ne sait littéralement pas quoi faire. Et moi, je vois des gens qui arrivent en détresse absolue. C'est le drame. C'est le drame. Alors, c'est un drame. C'est un bon drame. Hein. C'est un bon drame. C'est un très bon drame et on trouve des solutions. J'ai pas envie de pleurer sur eux, mais voilà. Je te donnerai un mouchoir. Mais tu vois, mais il faut commencer à apprendre à conduire avant d'aller en Formule 1. Donc, on y va progressivement. Donc, le meilleur moment, c'est à partir de 10 euros. Et troisième conseil, écoute, je pense que c'est un conseil un peu dans la lignée de ce que Joachim a dit. La réalité, c'est que la plupart des gens ne deviendront pas riches avec leur placement. C'est juste un fait. La plupart des gens deviendront riches avec leur activité professionnelle. Donc j'ai envie de dire, en France, on ne voit pas l'entrepreneuriat d'un bon oeil. Et ben, c'est dommage parce que c'est... Ça a changé, ça un peu, non? Ouais, ça change très doucement quand même. Très doucement, je pense que quand tu es entrepreneur, tu es quand même en permanence dans un espèce de syndrome de Stockholm parce que tu te fais matraquer dans tous les sens alors que tu donnes beaucoup à la communauté. Donc le troisième conseil, ce serait d'investir en vous, dans vos connaissances. Le monde change. Il y a un truc qui s'appelle l'IA qui est en train de tout exploser, qui va changer. Je pense qu'on se retrouve l'année prochaine. On parle plus du tout des mêmes sujets. Absolument, je suis d'accord. Investissez dans vos connaissances pour vous adapter et pour derrière pouvoir créer de la richesse. Et après, vous irez voir un de nous quatre pour investir l'argent que vous aurez gagné. Julien, très rapidement. Très simple. Tu prends un conseil. Tu connais les stats, je suis intervenu sur ce plateau il y a un mois à la demande de BFM. Il n'y a pas de tuto sur Internet pour les gagnants de l'euro-million. Ouais. Si tu tapes « qu'est-ce que je fais si je gagne en fait à l'euro-million », tu n'as rien. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'éducation financière. Deuxième question, les stats. Tu connais pour les stats des gagnants de l'euro-million ? Non. 50% ont tout perdu sous moins de 10 ans. C'est colossal. Et 50% n'ont pas pris de conseil. Donc, tu verras où sont les 50%. Est-ce qu'ils ont tout perdu parce qu'ils ont pris un conseil ou l'inverse ? Je pense que c'est évidemment ceux qui n'en ont pas pris. Il y a besoin d'avoir une interconnexion avec l'évolution. Pour avoir un conseil, il faut quand même avoir un certain niveau. Conseil indépendant. Ouais, non, on l'a vu, on commence à partir de 50, 100, 150 000 euros. C'est de l'argent déjà. Voilà. Deuxième point, évitons d'avoir l'effet catalogue, c'est-à-dire d'avoir finalement de répondre à la sélection de ce qu'on te propose. Je pense qu'il faut avoir une dépendance et la ligne conductrice de l'ensemble, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne vas pas là où tu ne comprends pas. Il faut que tu comprennes là où tu investis. C'est Joachim qui l'a dit, moi je n'ai pas dit. Ouais. Bah, c'est bien. Donc, moi je comprends rien, donc je vais forcément là où je comprends pas, parce que sinon j'irai nulle part. On t'expliquera. Bon, tu prends un conseil et tu essayes de comprendre ce qu'on te propose, mais un conseil indépendant c'est crucial, c'est ce qu'on vient d'évoquer ce soir. Et pour finir, les tuyaux de Meyer Azoghi. Ça va reprendre ce qu'on a évoqué. On a beaucoup cité Warren Buffett qui dit « Quand tu ne connais pas les bijoux, connais le bijoutier ». Et donc moi j'ai un bijoutier qui s'appelle Cyrus, qu'il faut venir voir. Non mais plus sérieusement, il faut aller dans ce qu'on comprend ou faire confiance. Nous, avant de proposer des placements, on vend rien, on vend de la confiance. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si vous voulez gagner de l'argent, prenez des risques. C'est pas vrai qu'on gagne de l'argent sans risque. Donc il faut accepter le risque. Bien évidemment, certain degré de risque. Mais l'argent dont on correspond à ton profil. L'argent dont on n'a pas besoin en France, on offre à ses petits-enfants un livret A. Achetez-leur des actions, ils seront beaucoup plus riches à 18 ans ou à 20 ans. C'est super important. Et la troisième, c'est ne pas réagir dans l'émotion. Et ça ramène peut-être au premier, parce que sinon c'est la meilleure façon de se prendre la porte de saloon. Ouais, je vends au mauvais moment, j'achète au mauvais moment, et la boucle est bouclée. Faites-vous accompagner d'un bon bijoutier. Mounir, en conclusion, toi tu milites comme tout le monde pour se rendre plus indépendant et puis surtout pour réduire ses frais. Quand tu vois que 90% de l'argent est encore dans des produits de placement de banques qui ont des frais qui sont très élevés, ça t'inspire quoi ? Tu as envie de te dire j'ai envie de jeter l'éponge ou au contraire tu te dis c'est un combat qu'il faut qu'on mène ? Je pense que je vois un océan bleu, c'est une énorme opportunité. Après, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. On pourrait créer des systèmes, le PER en est un, mais on pourrait aller beaucoup plus loin pour que l'épargne soit automatiquement fléchée vers ça. Tu vois, aujourd'hui, ça ne devrait pas être le réflexe, effectivement, d'ouvrir un livret pour ses enfants. Ça devrait être le compte-titre. En plus, on peut le transmettre. Enfin, il y a plein d'avantages. Donc moi, je suis hyper optimiste. J'ai envie de me battre et j'ai envie de créer un champion français de l'épargne qui ensuite ira en Europe. J'en ai marre que les étrangers viennent nous manger notre gâteau. Et peut-être aux États-Unis même. Et peut-être aux États-Unis, voilà. On ira voir Trump s'il est encore là. Merci à tous. C'était très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on me dit dans l'oreillette qu'elle sera exceptionnelle. Vous pouvez me poser des questions d'économie ou de placement. Ne rigolez pas sur l'économie. Sur marc@bfmbusiness.fr et je vous répondrai. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder, nous revoir, nous réécouter, nous revoir encore sur toutes les plateformes en podcast et en replay pour qu'on batte de nouveaux records en 2025.